votre attention. Nous enchaînons donc sur un sujet ô combien important, la prostitution, dont on voyait encore peu d'effets il y a 2-3 ans dans le département de la Creuse et qui depuis 2-3 ans se développe de manière assez considérable. Donc peut-être allons-nous ou allez-vous avoir des clés et des contacts à l'issue de l'intervention d'Émilie Cole. Merci d'être parmi nous, Émilie Cole. Vous êtes sociologue, chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Alors encore un observatoire, oserais-je dire. C'est nécessaire ces observatoires, alors bien sûr pour observer, mais en tout cas pour récupérer des données, de l'information pour pouvoir travailler mieux en amont. Alors en principe ça fonctionne, mais il y a peut-être un petit souci. Oui, voilà. C'est bon. Oui, nous on est un observatoire national financé à parité par l'État et par les départements sur le champ de la protection de l'enfance. Donc je vais en profiter pour avancer tout de suite, puisque j'allais en dire quelques mots, j'avais prévu d'en dire quelques mots. Nous, on va être compétents sur les missions d'amélioration de la connaissance, sur les phénomènes de mise en danger des enfants et aussi sur les possibilités de prise en charge. Et là, on va avoir une illustration à travers ce sujet-là, mais c'est un travail qu'on fait sur des sujets de protection de l'enfance. Voilà. J'avance. Oui, je précise quand même que vous êtes sociologue, vous avez participé à une étude. Je crois d'ailleurs que vous aviez rencontré Thomas qui a participé à un premier. En tout cas, vous avez récolté de l'information, tout ça pour illustrer un petit peu les ponts qui se font entre différents organismes aussi. Vous allez voir, il ne s'agit pas tout à fait d'une étude, mais d'un ouvrage collectif où en effet on est allé à la rencontre de différents acteurs potentiellement compétents sur ce champ-là, donc de la prostitution. C'est un format de publication qui fait partie de notre catalogue, entre guillemets. Et là, c'était en l'occurrence particulièrement adapté, puisque à l'époque où on a été sollicité, il n'y avait pas tant de recherches que ça disponible sur la prostitution des mineurs, sur les formes actuelles de prostitution des mineurs. Je dis actuelle, mais c'était en 2019 qu'on a commencé à travailler. C'est un peu la première question que je vais aborder. Pour quelles raisons on a investi ce sujet-là ? D'abord, on avait été interpellé par les acteurs associatifs spécialisés sur cette question, déjà depuis au moins une dizaine d'années, sur l'expansion de la prostitution des mineurs, et puis plus récemment, dans la fin des années 2010, par le secteur de la protection de l'enfance, les directions enfance-famille notamment, plusieurs, qui nous interpellaient avec un désir de mieux comprendre le phénomène et de connaître les réponses à apporter. Je parle d'expansion, mais la prostitution des mineurs, elle est extrêmement difficile à quantifier. Des chiffres ont été évoqués tout à l'heure. C'est un phénomène évidemment clandestin, caché, et en plus il est de moins en moins visible sur la voie publique. Ce chiffre de 6 à 10 000 mineurs qui circule beaucoup, figure en fait dans le rapport des inspections ici à l'écran. En fait, c'est une estimation qui porte sur des mineurs repérés par des associations, ce qui veut dire qu'il y en a en fait davantage, et sans doute bien davantage. Ensuite, d'autres chiffres ont été évoqués ce matin. Il y en a un autre à l'écran. 70% du nombre de mineurs victimes de proxénétisme recensés dans des procédures de police et de gendarmerie, plus une hausse de 70% entre 2016 et 2020. La hausse de 400 et quelques, qui est même une hausse de 680%, je crois. Entre 2014 et 2020, ça porte sur plus précisément les procédures pour traite et proxénétisme. Bon, tout ça sont des chiffres très imparfaits puisque ça porte en réalité sur la partie immergée de l'iceberg, qui est la métaphore qui revient depuis ce matin, qui sont les choses repérées. Donc sur les choses repérées, on en a de plus en plus et une explosion. Ça dit aussi quelque chose sur la meilleure capacité de repérage puisqu'on parle beaucoup plus de ce sujet depuis quelques années. Et en effet, si les chiffres ne sont pas fiables, ce qui est certain pour nous, c'est que tous les professionnels nous rapportent une montée du phénomène dans des proportions différentes, mais partout sur les territoires. Et donc ça, effectivement, on le comprend aussi comme cette meilleure capacité à identifier le phénomène. Et puis, malgré tout, il y a quand même une concordance de chiffres du ministère de l'Intérieur, les chiffres des associations, et dans certains parquets, vraiment une véritable explosion du phénomène. C'est moins le cas dans des zones rurales, mais dans certains parquets du 93 notamment, on a une augmentation très importante qui, là, pour le coup, est mesurable. Pareil, sur les procédures, dans le cadre des procédures. Donc, justement, vous expliquer comment restituer la thématique globalement dans le travail de l'ONPE.
Je fais une parenthèse quand même pour dire que l'ONPE fait du soutien à la recherche, donc on contribue à financer des recherches dans le champ de la protection de l'enfance et qu'on en a financé 2 sur le sujet de la prostitution. Le PowerPoint, vous l'aurez disponible, donc voilà, à l'issue, lorsque tout ceci sera mis en ligne, moi je partage mon PowerPoint sans aucun problème. Sur le site internet de l'ODPE, mais on vous en reparlera. C'est pour vous aider peut-être à moins écrire, plus m'écouter, parce que je sais que j'ai une présentation qui est assez rythmée. Donc on a 2 recherches financées, et puis on a fait un travail en propre, c'est-à-dire que on a en quelque sorte mené l'enquête pour identifier les recherches récentes, donc celles qui parlent bien des formes de prostitution qui se développent actuellement. On a rassemblé des expertises de terrain, des pratiques fécondes qu'on partage dans donc, un dossier thématique qui s'intitule « Protéger les enfants et les adolescents ». C'est une publication qui est donc le fruit d'une centaine d'échanges et de rencontres qui ont permis d'affiner notre analyse, qui nous ont permis aussi de restituer l'expérience des services que nous avons visités et qui accompagnent des mineurs dans ces situations. Donc c'est un travail qui s'organise en 2 volets, qui regroupe en tout 27 contributions, donc 27 textes, plus nos introductions. Le premier volet, il est paru en avril 2021, donc il y a un certain temps, l'année dernière, non pas l'année dernière, mais lors de la dernière journée qui a été organisée chez vous, ma collaboratrice Magali était déjà intervenue sur la base de ce qu'on connaissait à l'époque. Elle avait eu peu de temps, donc c'est pour ça qu'on a proposé de revenir aujourd'hui, et parce qu'entre-temps, on a en plus d'autres choses à dire. Donc il y a des points qu'elle a déjà abordés, que je vais quand même réaborder, puisqu'il faut repartir un petit peu de la base, mais il y a aussi des choses qu'on peut dire, de nouvelles choses qu'on peut dire depuis cette date. En avril, on donnait surtout ces éléments, ces clés pour comprendre le phénomène, et un volet 2 à ce dossier est paru en novembre, donc vient de paraître, et il porte sur les possibilités de prévention et de prise en charge de ces phénomènes, et on y décrit plusieurs expériences inspirantes, et ça répond à un besoin des acteurs à l'heure où un plan de lutte national dédié sur la prostitution existe, et puis des évolutions législatives aussi qui invitent les acteurs publics à mieux protéger les mineurs victimes ou mineurs à risque, et demandent notamment aux départements de proposer des dispositifs adaptés, puisque c'est un élément de contexte significatif, ce plan national de lutte. Je ne vais pas tout détailler ici. Il a été lancé à l'automne 2021 et il mobilise un certain nombre d'actions, de moyens en propre, et notamment, effectivement, il y a cette demande explicite des départements de construire des dispositifs adaptés. Enfin, encore faut-il savoir ce que ça peut signifier. Donc c'était un peu l'objet de notre travail, en tout cas du volet 2. Voilà, après il y a aussi des outils plus synthétiques que nous avons voulu créer, puisque le dossier thématique volet 1 et 2, ce sont 2 gros documents. On peut y naviguer assez facilement vers des points d'intérêt, puisque chaque article va porter sur un élément qui vient éclairer le phénomène. Donc, par exemple, la prostitution des mineurs dans la loi, ça va faire l'objet d'un article. Les accointances entre prostitution et fugue va faire l'objet d'un article. Prostitution et numérique, idem. Donc on y navigue assez bien, mais malgré tout, à la lecture de... Je crois que ça fait les 2 à peu près 340 pages. Il faut bien en retenir quelque chose. Donc on a aussi travaillé sur des outils très synthétiques, donc des fiches. La première, c'est juste une fiche recto-verso, donc on ne pouvait pas faire plus synthétique. S'appelle « Comprendre le danger et les obstacles à la protection ». Je vous ai mis là, je sais très bien que vous ne voyez pas excellemment, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Donc là, ça permet de comprendre... effectivement le danger, les phénomènes de cercle vicieux, d'avoir un peu une idée plus claire de ce qu'il y a derrière ce phénomène de prostitution. Et la deuxième, elle porte sur les possibilités d'accompagnement. Voilà, on a aussi une capsule vidéo courte où on essaye de présenter le travail. Pour l'intervention d'aujourd'hui, je vais aborder 3 points. Je vais expliciter quelles sont les formes d'exploitation sexuelle des mineurs. Apprécier le cadre juridique quand même, vous parler des profils des adolescents victimes, et puis une dernière partie qui sera une tentative de compréhension des difficultés que pose la prise en charge de mineurs en situation de prostitution, mais aussi les leviers pour prendre en charge, puisque rien ne m'insatisfait plus que de juste en rester au stade des constats, alors que j'ai conscience de projeter dans une réalité assez anxiogène.
avec ce sujet. Donc je commence par la question des repères juridiques et je commence par la définition de la prostitution. C'est une définition déjà ancienne, jurisprudentielle, avec trois points qui la caractérisent principaux: l'idée de rémunération, l'idée de contact physique en réponse à des besoins sexuels. On s'aperçoit quand même que la définition est quand même datée, avec la notion de besoin sexuel qui pourrait être remise en cause, notamment s'il s'agit d'enfants venant répondre à des besoins sexuels d'adultes, mais en tout cas, c'est tout de même la définition jurisprudentielle qui reste la base, sauf que depuis, il y a eu diverses évolutions législatives et progressivement, il a été admis qu'une contrepartie plutôt qu'une rémunération au sens strict pouvait être prise en considération. La loi du 13 avril 2016 a aussi pénalisé, je pense que vous le savez, le fait de solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle en l'échange non seulement d'une rémunération, mais aussi d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Ça, concrètement, c'est l'article 611.1 du Code pénal. Donc ça, c'est une évolution législative qui correspond davantage aux formes que prend la prostitution des mineurs, puisque la rémunération en nature y est fréquente. Elle prend aussi, cette évolution, je pense, en considération le fait qu'il existe divers mécanismes d'extorsion, de chantage ou d'intimidation qui peuvent favoriser dans les pratiques prostitutionnelles. Ça fait un peu le lien avec notamment la thématique précédente. Donc, par exemple, quand les jeunes vont répondre à des demandes sexuelles par peur, par emprise, par souci, même paradoxalement, de préserver leur réputation, puisque sinon on leur promet de diffuser des images d'elles. Voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver en effet dans pas mal de situations qui sont au point de départ de la prostitution des jeunes. Un autre élément cadre, posant le cadre juridique, même si elle a mis du temps à être codifiée, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a affirmé, donc il y a déjà un certain temps, l'interdiction de la prostitution des mineurs, et elle a affirmé aussi qu'il s'agissait d'un sujet pour la protection de l'enfance, puisqu'il est dit clairement que tout mineur qui se prostitue même occasionnellement réputé en danger, relève de la protection du juge des enfants. Donc concrètement, ça veut dire que l'interdiction de la prostitution des mineurs, elle est absolue jusqu'aux 18 ans de l'enfant, qu'aucun lien ne peut être établi avec la notion de majorité sexuelle à 15 ans, donc j'insiste bien, et la question du consentement, qui pourtant revient souvent, est hors de propos, au regard de la loi. Ça veut dire que le mineur qui se prostitue est un mineur en danger, une victime aux yeux de la loi et non un délinquant, puisque le délit de racolage il a été aboli en 2016. Donc le délinquant, c'est bien celui qui a recours à la prostitution, le client, et qui en tire profit, le proxénète. Voilà, ce cadre légal, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il a été complété progressivement en 2021, en 2022, toujours dans le sens d'une affirmation de ce que je viens de dire là, globalement. Donc je ne rentre pas dans davantage de détails, mais si vous avez des questions, je pourrais, plus précis, je pourrais y répondre. Mais par contre, ce que je voudrais bien préciser, c'est que ce cadre juridique que je viens de poser, il n'est pas toujours connu. Donc, c'est un peu ce que je laissais entendre tout à l'heure, vous avez régulièrement des jeunes et même certains adultes qui vont évoquer la notion de consentement. Donc voilà, elle est consentante. Il n'est pas non plus toujours acquis de considérer ces adolescents comme des victimes plutôt que comme des délinquants, sans doute parce que les représentations sur la prostitution sont très négatives. Et puis, autre chose, c'est que la prostitution des mineurs, elle peut être renvoyée au registre de l'intime, comme s'il s'agissait de la vie sexuelle du jeune, alors que ce qu'il faut plutôt considérer, c'est que c'est d'abord un système plus ou moins organisé, c'est ce que je vais décrire tout à l'heure, qui vient tirer profit de la vulnérabilité de ces jeunes. Et d'ailleurs, les jeunes ne s'y trompent pas, ils font bien la différence entre leur vie sexuelle, même si par ailleurs ils peuvent avoir des conduites sexuelles à risque, et la prostitution.
C'est pour les adultes que c'est plus flou et j'y reviendrai tout à l'heure. Là, je vais prendre un peu le temps de vous décrire les différentes formes de prostitution et en même temps, c'est un puits sans fond puisque c'est pas possible de parler d'une forme de... Enfin, la prostitution, je ne sais pas si elle existe, c'est vraiment des prostitutions et je ne peux même pas être exhaustif, même si j'essaye d'y passer du temps. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'image qui prédominait jusqu'à il y a quelques années, c'était celle d'une mineure étrangère exploitée dans la rue avec un réseau très organisé de proxénétisme. Sur cette prostitution, une mobilisation forte a permis une réduction. Donc, ça existe toujours, mais on a moins de mineurs concernés. Si vous connaissez ces sujets, on parlait par exemple des jeunes filles nigérianes, des garçons roms, voilà, dans certains lieux, voilà, dans les gares ou dans certains lieux urbains ou périurbains notamment. Et puis plus largement les mineurs non accompagnés aussi. Donc ça existe toujours, bien sûr. Ça existe d'autant plus... je parle de mineurs non accompagnés, mais en fait, le risque prostitutionnel, il va être majoré par le contexte d'errance. C'est pour cette raison que des mineurs français en errance peuvent aussi entrer en prostitution. Alors, pour survivre, par exemple, vous avez aussi des jeunes filles en fugue qui sont déjà socialisées à la prostitution et qui peuvent rejoindre des métropoles, des grandes villes, sans argent ou quasiment sans argent, en escomptant... c'est ce qu'elles disent, faire la fête. Donc en fait, ça veut dire qu'elles se rendent dans des boîtes de nuit, dans des lieux festifs, pour, si je reprends encore leur vocabulaire, séduire des hommes. De séduction, il s'agit d'avoir des actes sexuels qui sont rémunérés sous forme d'hébergement, de cadeaux. Donc je mets toujours des guillemets avec mes doigts à chaque fois. Ce sont les termes qui circulent, mais évidemment que ça n'est pas un cadeau, c'est bien une rémunération. Voilà, ou d'argent, hein. Ou alors elles vont fuguer pour participer à ce qu'on appelle un plan ou un plan sous, qui est justement le mode opératoire qui se développe le plus ces dernières années. C'est pour ça que je vais prendre le temps de le décrire. Ces formes de prostitution, donc on appelle plan, les jeunes d'entre eux les appellent un plan, quoi. Un plan sous. On peut l'appeler aussi prostitution 2.0, puisque ça passe largement par le numérique. Et on entend aussi parfois proxénétisme de cité, mais ça renvoie, c'est pas parce que ça se passe que dans les cités, c'est que ça renvoie au mode opératoire des réseaux, qui sont plutôt des réseaux qui sont passés du trafic de stupéfiants à ce type de trafic. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes concernés ne sont que des jeunes de cité. Pas du tout même. Donc la caractéristique de ces plans, c'est qu'ils s'organisent donc à partir de sites et de réseaux sociaux. Ils vont surtout concerner des jeunes avec des attaches en France. Ce sont vraiment très majoritairement des jeunes filles. Elles peuvent pratiquer seules ou avec des copines, donc aller en bande participer à un plan. Très souvent, leur pratique est récupérée par un proxénète, mais dans des micro-réseaux qui évoluent rapidement par rapport aux réseaux très organisés étrangers dont je parlais tout à l'heure. On a un article dans le dossier thématique volet 1, donc celui d'avril 2021, qui décrit ces systèmes. Ça montre que ce plan, c'est un réseau, une organisation, pour un temps donné, donc un week-end prolongé, une semaine, 10 jours, 15 jours. Ça peut être des événements aussi, un grand événement sportif. Dans ce cas-là, les personnes vont se délocaliser et aller sur le lieu du grand événement sportif, donc bientôt les JO par exemple. Enfin, voilà, c'est le genre de truc qui réjouit tout le monde, et quand on travaille sur nos sujets, parfois un peu moins, parce qu'on voit le revers des choses qu'il peut y avoir autour. Donc voilà, ça peut être le festival de Cannes, des choses comme ça, où ils vont générer des déplacements. Bon, dans le quotidien, on est moins sur ce type de choses qui peuvent apparaître très glamour aux yeux des jeunes, mais plutôt sur des choses qui se tiennent sur un temps donné, dans un lieu donné, voilà, généralement dans une ville, un lieu bien identifié. Et alors, cette organisation, elle s'arrête à la fin du plan, mais elle peut se reformer quelques semaines plus tard, plus ou moins avec les mêmes acteurs. Très difficile à interpeller, puisque comme dans tous les trafics, en plus, ça se cache derrière des pseudos, et puis le caractère très mouvant rend le réseau difficile à interpeller. Je décris l'organisation avec le vocabulaire de ne soyez pas étonnés des chercheuses elle fait un parallèle avec
avec le vocabulaire de l'entreprise. Donc concrètement, elles expliquent que cette organisation va comporter un patron, des prestataires, qui sont en fait des individus, vous allez voir, et des prostituées. Donc le patron, c'est celui qui gère l'activité et qui va fixer les conditions de rémunération de l'ensemble des protagonistes. Les prestataires, ils sont de plusieurs types. Vous en avez qui vont gérer le recrutement des jeunes filles, la mise en ligne des annonces, toute la logistique en fait, donc l'achat et le transport de consommables, bon évidemment la réservation aussi des hôtels, des Airbnb, l'achat et le transport de consommables, c'est-à-dire préservatifs, lubrifiants, etc., mais aussi la drogue que vont consommer les prostituées, les jeunes filles qui se prostituent dans ce cadre. La drogue, donc c'est pareil, c'est à la fois pour les jeunes filles une manière de supporter ces conditions d'esclavage sexuel sur cette période souvent très intense. Et puis, du point de vue des proxénètes, droguer les jeunes filles, c'est un moyen de les tenir, de les anesthésier un peu de ce qui se passe, mais aussi de leur soutirer de l'argent, puisqu'au début de certains plans, la drogue peut être gratuite, puis progressivement elle devient payante. Donc voilà. Il y a aussi, puisque voilà, j'évoque les mécanismes d'emprise et je commence à évoquer la violence, des prestataires qui sont en charge du contrôle, c'est-à-dire de la surveillance des jeunes filles et qui n'hésitent pas à les menacer et au-delà de ça, même les séquestrer, les violenter avec, je dois dire, en plus depuis qu'on travaille sur le sujet, une augmentation des violences voilà, qui sont de plus en plus... Je sais même pas, voilà, je ne vais pas vous donner d'exemples parce que j'essaye d'adoucir mon propos, mais on est vraiment monté d'un cran dans la violence que les proxénètes peuvent faire subir aux jeunes filles. Et puis vous avez aussi des... mais ce que je veux dire aussi, c'est que malgré cette existence de la violence, ces proxénètes-là, qui sont en charge du contrôle, vont se présenter aux jeunes filles comme des personnes qui sont là pour les protéger. On est là pour te protéger de la violence du client, voilà, pour être sûr que tu as ton argent, ce qui n'est pas du tout garanti en plus, puisqu'au contraire, il peut y avoir des spoliations. Et de la même manière, vous avez ceux qui sont en charge du recrutement, quand ce sont des garçons qui peuvent séduire des adolescentes pour leur demander de se prostituer. C'est un mode d'approche. On les appelle parfois loverboy, enfin en tout cas ceux qui opèrent de cette manière. Et ils vont maintenir avec la jeune fille un lien elles vont continuer de le tenir pour un lien amoureux. Donc cette manière de dévoyer la notion de protection pour ceux en charge du contrôle ou d'amour, c'est bien sûr une façon d'exploiter les vulnérabilités de ces adolescentes. Et j'y reviendrai même tout à l'heure. Pour être complète sur le système, j'insisterai sur la place d'Internet et des téléphones portables, puisque ça permet d'organiser l'activité. Mais les téléphones personnels des jeunes filles sont aussi utilisés comme un moyen de contrôle très efficace, un moyen de pression, un moyen de chantage. Généralement, ils sont confisqués pendant la durée du plan. Les proxénètes menacent souvent les jeunes filles qui souhaiteraient s'échapper de diffuser des images d'elles. Donc on revient au même point, parce que pour celles qui se sont déjà prostituées sous la menace, maintenant, évidemment, on continue de les menacer de diffuser à nouveau des images. Donc, bien évidemment que l'entrée en prostitution n'a protégé de rien et aggrave la situation, mais voilà. Donc il y a cette menace de diffusion d'images, il y a également la menace de les retrouver, pour celles qui arriveraient à s'enfuir avec le téléphone portable, de les retrouver via des logiciels espions. Et puis, même quand... en fait, il faut bien comprendre que en dehors de la question de la menace, là, les jeunes filles sont tellement en situation de peur, de sidération, qu'elles n'envisagent pas de partir sans ce téléphone qui, à ce moment-là, représente encore plus que d'habitude un espèce d'objet traditionnel, leur lien au monde, il y a tout à l'intérieur. Donc voilà, la confiscation du portable, c'est vraiment un moyen de pression assez important. Je dis jeune fille depuis tout à l'heure parce que dans ces plans-là, la répartition des tâches, elle est quand même bien genrée. Dans ces plans, les garçons organisent l'activité de prostitution et les filles sont prostituées.
même si vous pouvez avoir certaines filles qui sont en charge du recrutement, qui vont jouer sur le lien d'amitié pour aller proposer à d'autres jeunes filles de se prostituer. Et d'ailleurs, c'est parfois la manière pour elles de changer de position dans le réseau, puisque comme c'est un réseau qui se reforme et que les protagonistes sont connus, ça peut être le moyen que ces réseaux-là les lâchent un peu sur le volet se prostituer et acceptent qu'elles passent sur le volet recruteuse. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je peux vous en parler parce que c'est intéressant de savoir comment on prend en charge ça. Voilà à peu près pour les plans. Je voulais aussi parler du milieu scolaire où peuvent exister des micro-réseaux de prostitution qui ne passent pas toujours par un proxénète, mais quand il y en a un, ça peut être un ou plusieurs élèves de l'école. Chez les jeunes que ça concerne, prostituées et clients, quand il s'agit d'adolescents de l'école, on va souvent observer des représentations de la sexualité qui se sont construites en référence à des images, à des récits qui se sont véhiculés entre pairs ou sur Internet et qui n'ont pas été confrontés à ce que pouvaient en dire des adultes. Donc une espèce d'éducation à la sexualité qui se fait sans jamais le regard d'un éducateur. C'est le cas à l'école, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les foyers de l'enfance où existent également des phénomènes... voilà. C'est pas tout à fait pareil, puisque en établissement scolaire, les actes peuvent avoir lieu dans l'établissement scolaire ou aux alentours, c'est très fréquent. Là où dans les foyers de l'enfance, la pratique de la prostitution va plutôt passer par la fugue. C'est une pratique de prostitution qui va se faire, je viens de dire quand même encore heureux, à l'extérieur de l'établissement. Voilà, au niveau du vocabulaire des jeunes, je parle de phénomène d'émulation ou d'entraînement. On va avoir un discours assez banalisant, parfois un peu bravache, comme des jeunes filles qui peuvent dire « on est la bande à un tel étant le petit proxénète ». Voilà. Ce genre d'attitude, c'est une façon de revendiquer l'appartenance à un groupe, comme si... une manière d'assumer la pratique, comme s'il s'agissait de faire quelque chose d'un peu fou, dont on n'aurait pas honte. Mais en réalité... quand on connaît un peu les adolescents, on sait que derrière ce discours du groupe, chacun ne se retrouve pas forcément et qu'il peut y avoir beaucoup de souffrance. Voilà. Et à l'école, pour finir, on se retrouve quand même face à des choses qui sont des sommes très modiques. Voilà, ça va être une pipe contre un cadeau, une somme très modique dans les toilettes. Voilà. Des choses, des pratiques qui, quand elles sont découvertes, en plus... sont accueillis par un grand rire au nez des enfants. Voilà. Donc ça peut être un peu désarçonnant, mais j'expliquerai un petit peu tout ça. Je ne pense pas que les jeunes soient si intacts de tout ça, et c'est ce que j'essaierai d'expliciter. Je voulais quand même dire aussi qu'il existe des situations où ce sont les parents qui sont proxénètes d'enfants parfois très jeunes. C'est par exemple ce qu'on a pu découvrir avec les grandes affaires de pédophilie. Alors bien sûr il est question de pédophilie, mais si vous en connaissez certaines, vous savez que derrière ce sont des parents qui ont mis à disposition leurs enfants à des fins de service sexuel, ce qui correspond bien à du proxénétisme. Et puis aussi vous avez parfois des adolescentes qui sont prostituées par leurs compagnons, souvent avec une petite différence d'âge entre les jeunes. Donc ça peut être à domicile ou hors du domicile, sans qu'il y ait autour un réseau plus large et plus structuré. Et puis récemment, on a eu des échanges qui nous permettent de penser qu'il existe au moins localement des réseaux pédophiles pour attirer des adolescents garçons dans la prostitution. Et là, ça prend un peu une autre voie. Donc, ce sont des hommes adultes qui, sur les réseaux sociaux, vont attirer des jeunes qui sont en découverte d'une sexualité... voilà, une sexualité homosexuelle, découvrent une homosexualité ou s'interrogent sur leur homosexualité. Donc, ils vont nouer c'est quelque chose de bien progressif. Au départ, ça prend le jour d'une relation un peu bienveillante, où on parle aux jeunes, on répond à ces questions, on présente la sexualité homosexuelle comme très libre, etc. On en arrive vite à amener dans le package très libre. On valorise l'échange de bons procédés, donc un acte sexuel contre un petit cadeau. Une rencontre est organisée par l'homme adulte, enfin l'homme adulte essaye d'avoir une rencontre avec le jeune, et si un rapport de ce type, donc acte sexuel contre une rémunération, a lieu, s'ensuit immédiatement après une avalanche de messages
du jeune sur son réseau social par des dizaines, voire des centaines d'hommes qui le sollicitent pour qu'un tel acte ait lieu à nouveau, qui sont prêts à venir de très loin d'ailleurs, pour rencontrer le jeune. Et là, sous l'effet du double choc, puisque c'est un jeune qui vient d'avoir une relation sexuelle qui est parmi ses premières relations sexuelles et à qui on a donné un petit cadeau, donc il y a déjà en soi, il y a de quoi mettre un petit coup derrière la tête, et se recevoir ça, en plus, produit un double effet de sidération qui fait qu'il y a certains jeunes qui peuvent répondre à la sollicitation. Et voilà, je vous passe les détails, je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut les embarquer assez loin. Pardon, c'est la partie peut-être la plus difficile de mon intervention que de décrire un peu toutes ces formes de prostitution, mais bon, je suis aussi là pour ça, donc je ne peux pas en faire l'économie. Et pour finir sur le sujet de ces formes de prostitution, je voudrais quand même rappeler que tous ces jeunes, que ce soit les prostituées ou les personnes en situation de prostitution ou les proxénètes, vont rarement parler de prostitution, ou dire qu'ils se prostituent, mais plutôt employer d'autres termes comme le michetonnage, l'escorting, le plan sous. Par contre, derrière ces termes, il ne faut pas s'y tromper, il s'agit bien de prostitution. Une chose qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé en dehors de la forme là, que je viens de décrire, enfin en gros pour les jeunes, pour qu'ils en arrivent à se prostituer. Je dirais que du côté des permanences, nos sociétés ont été traversées depuis toujours par différents rapports structurels de domination qui en l'occurrence se croisent et se cumulent dans la prostitution. Donc domination masculine, domination sociale, domination là, liée à l'âge. Dans le cas de la prostitution infantile, on a un adulte face à des enfants, enfin en tout cas souvent un adulte face à des adolescents. Et puis aussi dans le cas de jeunes filles issues des quartiers populaires, un rapport de domination socio-culturelle qui peut s'exercer. Un autre point qui n'est pas nouveau, c'est l'exploitation d'êtres humains par d'autres êtres humains, la traite. On est dans des sociétés qui n'ont pas attendu les années 2020 pour aller valoriser le gain et pour reconnaître, estimer qu'une personne qui réussit, c'est une personne qui possède. Et si on parle de sexualité adolescente, mais ça vous étonnera peut-être davantage, donc ça n'est pas la prostitution, j'insiste à nouveau, mais bon, la prostitution nécessite bien un acte sexuel. L'âge moyen au premier rapport sexuel n'a quasiment pas évolué depuis les années 70, il reste autour de 17 ans, ce qui montre quand même que tout n'a pas changé pour tous les adolescents en matière de sexualité, mais j'y reviendrai aussi, parce que nous, on n'a pas du tout, quand on travaille dans le champ de la protection de l'enfance, on n'a pas forcément cette impression-là. Par contre, du côté des évolutions, ce qu'on a quand même aujourd'hui, c'est, donc je fais le lien avec l'intervention précédente, des jeunes qui sont fortement exposés à l'influence de réseaux sociaux et de contenus numériques, qui ont la caractéristique de véhiculer des images souvent hyper sexualisées. Je ne vous apprends rien. L'avènement des réseaux sociaux, ça a aussi modifié les habitudes sociales et relationnelles des jeunes, avec des dragues virtuelles, une inexacteté de la rencontre, une exposition de l'intimité, des vols de données personnelles, tout ça a été évoqué tout à l'heure. Donc ces changements, ça peut renforcer l'insécurité psycho-affective des adolescents, ça peut compromettre leur socialisation, ça peut les mettre en danger, les exposer en tout cas à des dangers. Et puis l'exposition précoce et surtout non parlée à la pornographie a aussi des effets délétères. Vous avez même des études qui suggèrent un lien étroit entre délinquance sexuelle des mineurs et exposition précoce et non parler à la prostitution. Non parler, c'est-à-dire, encore une fois, quand il n'y a aucun adulte pour venir en dire quelque chose. Et puis, les professionnels de la protection de l'enfance, avec lesquels on a été très en lien sur ce sujet depuis 3 ans, nous rapportent une augmentation de conduite assimilable à de la pré-prostitution, donc là, c'est-à-dire sans contact physique, avec des comptes payants où les mineurs vont se dénuder ou échanger des photos sur demande. Donc les professionnels, évidemment, se disent très préoccupés de ces évolutions et certains sont complètement dans l'incompréhension. Ils nous disent qu'ils en arrivent à ne plus savoir si tous les jeunes sont dans des conduites à risque ou si ces conduites à risque concernent seulement une partie de la jeunesse. Donc, ça veut dire que
cette espèce de bain d'hypersexualisation, ça vient contaminer les représentations des adultes, ça vient aussi contaminer celles des jeunes. Et puis ce qui est notable aussi en termes de nouveauté, peut-être pas, mais d'accentuation, c'est qu'il existe, au moins dans certains milieux, dans certains cercles de sociabilité, une banalisation des rapports de contrainte qui s'exerce dès les premiers rapports sentimentaux. Vous avez là une citation qui est assez difficile aussi, mais quand même parlante. Donc un éducateur en centre éducatif renforcé qui nous dit, à propos des jeunes filles qui l'accueillent, elles connaissent OnlyFans, des sites où les gens s'abonnent pour avoir des photos dénudées, des plateformes où se vend la virginité des filles. Donc déjà, ça veut dire que elles savent que ça existe, quoi, ça fait partie du champ, donc c'est quand même déjà un peu spécial. Et puis, quand elles évoquent leur premier rapport sexuel, elles peuvent dire « j'ai rendu service à ses potes, j'ai fait ça avec son copain, moi la première fois que je l'ai fait, ils étaient 4, c'était l'ami d'un tel qui a dit « moi je vais préparer pour que mon pote passe derrière ». Voilà les entrées dans la sexualité que peuvent avoir certains des jeunes qu'on accompagne. Donc voilà, c'est pas tout le monde, mais c'est pour dire que chez certains de nos jeunes, entre guillemets, enfin voilà, nous qui... en tout cas parmi ceux d'entre vous qui sont au plus près du sujet protection de l'enfance, c'est parfois comme ça que se jouent les entrées dans la sexualité. Ça veut dire que, c'est pour cette raison, je pense que l'exploitation sexuelle des mineurs, elle doit être abordée dans le cadre plus large qui a été évoqué tout à l'heure, de la santé, du consentement, de l'égalité entre les sexes, du questionnement critique aussi de certaines représentations qui sont posées comme des normes. J'ajouterais juste qu'en prévention, c'est pas le seul levier, et je rejoins complètement ce qui a été dit ce matin, puisque peuvent aussi entrer dans des conduites prostitutionnelles des jeunes filles qui ne sont pas du tout dans des environnements qui valorisent une sexualité service, là, ou rendre service à un tel, ou une sexualité sous contrainte. C'est parfois des jeunes filles qui sont assez loin de ça, et pour celles-ci vont effectivement être plus utiles en prévention d'autres approches, justement comme le renforcement des compétences psychosociales, qui vont leur permettre de repérer le danger quand elles sont sollicitées d'une autre manière et tout d'un coup, entre guillemets, et qui vont leur permettre d'être moins sujettes à l'emprise, qui vont leur permettre de solliciter un conseil ou une aide. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, ça vaut pour les autres, ça vaut pour tout le monde, ça. Je semble avoir dit pas mal de choses sur les adolescents victimes, mais je n'ai pas épuisé le sujet, puisque vous redire effectivement qu'il s'agit principalement de jeunes filles, mais je ne voudrais pas la rendre, la prostitution des garçons, totalement invisible, puisqu'on va trouver des garçons qui se prostituent dans un contexte d'errance, dans un contexte de survie, des MNA, ou alors harponnés, comme je le disais tout à l'heure, par des personnes malveillantes. On va trouver quelques adolescents transgenres parmi les mineurs victimes de prostitution. Concernant l'âge, on peut avoir des jeunes de 10-12 ans, mais la plupart du temps, ces situations concernent les adolescents de 14 à 17 ans. Et puis un autre point notable, c'est que des adolescents en situation de handicap avec des troubles psychiatriques sévères ou des déficiences intellectuelles peuvent être victimes également. Et puis la prostitution des mineurs, je l'ai déjà dit, ça ne se cantonne pas à des adolescents de milieux défavorisés. Mais pour autant, je n'aime pas trop non plus la traduction « ah ben alors, ça veut dire que ça concerne tout le monde ». Alors, c'est quand même pas tout à fait le cas, puisqu'il existe des facteurs de vulnérabilité. Et parmi les éléments qu'on retrouve souvent dans le parcours des mineurs victimes de prostitution, il va y avoir le besoin d'échapper à un climat de mise à mal, voire de maltraitance. Ce sont des jeunes qui peuvent avoir subi des maltraitances dans ou en dehors de la famille, et notamment des initiations précoces, parfois contraintes à la sexualité. Ils peuvent avoir donc subi des viols, ou moins grave, des relations humiliantes, un peu d'emprise, du harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux, ou alors des mises à mal plus à distance de la question sexuelle, comme simplement, entre guillemets, du harcèlement scolaire. Donc ils ont souvent connu des parcours assez complexes et des traumatismes avant l'entrée en prostitution. Donc j'étais bien contente qu'on commence par l'intervention de ce matin. Ces adolescents peuvent aussi percevoir leur environnement habituel comme incapable de les aider, voire comme une source de persécution et d'emprise,
donc emprise familiale, mais aussi sociale, dans certains contextes où la liberté des jeunes filles n'est pas acquise et où va s'exercer un fort contrôle social. Je sais que quand je dis ça, on pense en général aux cités, à raison, mais dans certains milieux très favorisés, il peut y avoir aussi un rapport suppressif en ce qui concerne la sexualité, le rapport à l'argent, le rapport à la dépense, ce qui peut aussi créer des mouvements d'opposition chez certains jeunes. Et puis, un autre mouvement assez fort, qu'on rencontre chez beaucoup de jeunes de ces jeunes, c'est un besoin de reconnaissance. C'est pourquoi les professionnels, comme ici vous avez une citation d'une psychologue à l'écran, vous avez des professionnels qui peuvent faire l'hypothèse d'un gain narcissique dans la prostitution, même si ça peut sembler paradoxal. Ici, la professionnelle évoque une recherche d'attention qui met l'adolescente dans une situation à risque avec l'envoi de photos, mais même dans une situation de prostitution, les jeunes filles peuvent évoquer ce besoin de regard. Voilà, bon. Le lien a déjà été fait, je crois, ce matin, mais je ne peux que souligner les affinités électives entre vécu de maltraitance, qui concerne beaucoup de mineurs victimes de prostitution, et cette quête d'attention, voire de protection, du fait d'un développement psycho-affectif entravé, avec des problématiques d'attachement, d'estime de soi, etc. Sur le profil, certains mineurs sont aussi en rupture avec l'école ou les services socio-éducatifs, et ça, bien sûr, la situation de prostitution vient l'aggraver. C'est un point important puisqu'il me semble que l'échec scolaire et l'absence de relations de confiance avec les adultes qui pourraient les aider et leur montrer une voie, ça vient barrer la route à l'idée d'un projet à long terme, d'un projet constructif, ce qui peut amener en particulier les jeunes filles à utiliser ce qu'elles pensent être leurs atouts, des atouts physiques dont la société leur renvoie de façon très cynique qu'ils ont de la valeur, notamment dans leurs chers réseaux sociaux dont ces adolescents sont des usagers souvent compulsifs. Donc les jeunes qui se sentent oppressés et en échec dans leur environnement habituel, qu'il s'agisse de la famille, de l'école ou plus largement du quartier, peuvent associer la prostitution à l'exercice ou la jouissance d'une liberté. Ils peuvent la voir comme une porte d'entrée vers d'autres environnements sociaux. Et puis, ils peuvent associer la pratique avec la fête, ce qui ne les aide pas à identifier la violence, qui pourtant a des effets. Et je ne vais pas rester très longtemps, puisque habituellement, j'aborde cette question du trauma complexe, parce que je n'ai pas le temps de tout aborder déjà, puisque l'impact de la prostitution, bien sûr, ça va avoir un impact sur la scolarité, sur la vie familiale, sur la vie sociale en général, et puis sur le corps, sur la santé physique, somatique, et également sur la santé psychique. Je rejoins absolument ce qui a été dit ce matin sur le psychotrauma. La présentation était limpide. Concrètement, avoir été de façon prolongée exposé à des violences subies dans un contexte de captivité ou d'emprise et à des violences sexuelles, comme c'est le cas dans la prostitution, ça va effectivement venir nourrir le trauma complexe. Et donc ces jeunes victimes de prostitution vont être altérés dans leur régulation des affects. Ils vont effectivement avoir tendance au changement d'humeur. Ils peuvent avoir l'air d'être sur courant alternatif, être très explosifs ou à d'autres moments au contraire très inhibés. Ils peuvent avoir une sexualité compulsive ou au contraire très inhibée, en dehors de la prostitution. Ils peuvent avoir des pensées suicidaires, adopter divers comportements à risque autres que des comportements à risque sexuel. Leur perception d'eux-mêmes et des autres est altérée. Donc ce sont souvent des jeunes qui disent se sentir impuissants, qui ont honte, qui se culpabilisent beaucoup, qui se sentent stigmatisés, mais en effet, de toute façon, ils le sont, qui ont parfois un sentiment d'étrangeté, qui disent se sentir très différents des autres, ou à l'extérieur d'eux-mêmes, mais ça c'est encore autre chose, j'y reviendrai. Et puis, dans le rapport à l'autre, ils peuvent avoir une confiance excessive en l'autre, ou au contraire inexistante, avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, ou sur un petit groupe. Et puis, ce sont des jeunes qui vont beaucoup se préoccuper de la relation à l'abuseur, donc au proxénète. Ils vont lui attribuer un très grand pouvoir,
Ils peuvent l'idéaliser, être reconnaissants de sa protection, avoir le sentiment d'entretenir avec lui une relation spéciale, et puis accepter assez aisément tout son système de rationalisation. Alors parfois il y a juste la peur et on lui attribue un problème de pouvoir et voilà, mais sinon il y a quand même cette histoire d'emprise et un peu d'idéalisation de ce qu'il peut raconter et de collage à son discours. Vous avez aussi des jeunes qui peuvent ne plus avoir foi en rien, céder au sentiment de désespoir. Je parlerai tout à l'heure de l'altération de la conscience pour illustrer un peu un de mes propos, ça a déjà été un peu évoqué ce matin. Là, je voulais qu'on aborde, à partir de phrases que j'entends souvent de professionnels, à la fois les difficultés et les leviers pour prendre en charge ces jeunes. La symptomatologie dont je viens de parler, et ça a été dit ce matin aussi, elle peut empêcher la rencontre avec ces jeunes, puisque leur détresse est généralement visible, mais elle est aussi souvent assez difficile à interpréter, assez difficile à supporter. Donc les personnes qui s'inquiètent pour ces adolescents et qui voudraient les aider nous disent souvent c'est une tâche très complexe. Je ne peux pas les démentir. Une des premières choses qu'ils nous disent, c'est qu'on ne sait pas toujours si le jeune se prostitue vraiment. Donc c'est assez vrai. La situation est souvent floue, mais c'est un flou qui n'interdit pas de faire part à l'adolescent de son inquiétude, qui n'interdit pas non plus de l'inciter à avoir un regard sur sa situation. On peut par exemple, comme le racontent ici des professionnels, essayer d'attraper le sujet par la question de la fugue. On peut lui dire ce qu'on craint pour lui, et puis s'il nie être concerné, on peut, pour ne pas le braquer, parler au conditionnel de la prostitution, ou lui dire ce qu'on connaît de ces situations, des jeunes dans ces situations. Sur le vocabulaire, certainement ma collaboratrice vous l'avez dit, voilà, s'il refuse le terme prostitution, ça n'empêche pas d'engager un dialogue avec lui. Il peut tout à fait accepter de vous parler et dire non, je veux pas. C'est pas quelque chose qui empêche la relation, et en tout cas, il ne faut pas que ça le devienne. Par contre, ça exige nous d'être au clair. Si on voit bien que la prostitution, on peut se le garder bien en tête, mais il ne faut pas que ce soit un mot qui vienne faire barrage. Et puis, quand on a un doute, ça n'empêche pas de mettre en place des accompagnements protecteurs et surtout de partager ce doute entre professionnels. Il ne faut vraiment pas que ça reste coincé. On a parfois des magistrats, c'est un peu mieux depuis 3 ans, qui nous disent voilà, il y a des professionnels qui ont de forts doutes, mais ça n'existe dans aucun rapport, et donc c'est pas partagé ni à l'audience ni dans les rapports professionnels. Alors là, si c'est le cas, ça peut empêcher la protection et la clarté sur la situation. Une autre phrase qui revient souvent, c'est ah non, j'ai pas fini. En fait, un autre point, c'est que ne pas savoir n'est pas une fatalité si on connaît mieux les signaux d'alerte. C'est pourquoi je les partage ici. Mais dans ce que j'ai déjà dit, il y a pas mal de choses qui sont déjà observables. Donc, ce qui doit alerter quand on l'observe, ce sont des changements brutaux de comportement. Un jeune qui va commencer à avoir des conduites à risque, des troubles somatiques, des troubles de l'humeur, qui va commencer à consommer abusivement des drogues, qui va utiliser de façon très intensive les réseaux sociaux, mais c'est surtout inquiétant si on voit qu'il possède plusieurs téléphones ou plusieurs puces téléphoniques. S'il se déscolarise, des découchages, des fugues régulières, un comportement désinhibé, hypersexualisé, un habillement inadapté par rapport soit à la température, soit par rapport à la situation, un rapport aussi désorganisé à l'hygiène, avec des jeunes qui peuvent prendre 5 douches par jour, ou au contraire être complètement à l'abandon physiquement. Donc ça dit un rapport au corps qui est cassé, et c'est un signe qui est observable. Des relations amoureuses avec des personnes plus âgées ou notoirement impliquées dans des trafics aussi peuvent alerter. Et puis le repli sur un petit groupe de pairs qui semble exercer sur le jeune une forte influence. Et puis on peut repérer des éléments un peu plus matériels, comme s'il détient des objets, de l'argent d'une provenance inexpliquée, qu'on a l'impression que son niveau de vie a augmenté d'un coup. S'il transporte des vêtements de rechange, comme d'un style très inhabituel, ou de la lingerie dans le sac, et puis des objets du genre préservatifs en très grande quantité, cartes d'hôtel ou des armes.
Et puis on peut parfois observer des marques visibles des maltraitances que le jeune a subies, donc des traces de coups, de brûlures, etc. Vous avez plein d'outils qui présentent ces repères, notamment le centre de victimes logées des mineurs a un flyer comme ça que vous pouvez trouver et qui redétaille ces éléments. Par contre, j'insiste bien sur le fait qu'il faut plutôt raisonner en termes de faisceau d'indices. Il y a des clignotants dont on se dit « Ah ben ça, forcément, on va le voir », alors qu'en fait, ils ne fonctionnent pas, comme le fait d'un changement de niveau de vie visible. Si le jeune est spolié, ça ne se verra pas. Peut-être que le signal le plus fort, c'est quand même les découchages et les fugues, mais il faut vraiment raisonner par rapport à ce qu'on connaissait du mineur avant et regarder l'évolution. En sachant que vous allez le voir aussi avec, puisque j'en profite, puisque j'évoque les signaux d'alerte pour évoquer aussi ce qu'on peut observer dans les collectifs. Ça peut être trompeur également, parce que ça peut donner l'idée d'autre chose, un autre type de trafic. Là, vous avez une principale de collège qui témoigne et qui dit qu'elle a observé, dans son collège, des absences récurrentes par-ci par-là, des petits retards d'un groupe de jeunes. La CPE elle-même ont trouvé que les absences se ressemblaient. Des allées-venues aux alentours du collège. D'abord, elles ont pensé à un trafic de stupéfiants. En fait, il s'agissait d'un réseau de proxénétisme à l'intérieur du collège. Dans les foyers de protection de l'enfance, dans les établissements de protection de l'enfance, on peut observer d'autres choses, mais je pense que... Enfin, si vous n'avez jamais vu ça, tant mieux. Je veux dire que vous êtes épargnés, mais les allées et venues régulières de jeunes dans des lieux environnements notoirement malfamés, donc bars, l'épicerie, machin, enfin ça, vous seuls savez. Des véhicules suspects qui circulent, qui stationnent aux abords de la structure, voire qui viennent vraiment chercher les jeunes. Des phénomènes de groupe, comme par exemple des fortes tensions entre le groupe, si des noms d'oiseaux circulent, genre pute, etc. Alors je sais que c'est une insulte bien partagée, mais parfois, en fait, c'est vraiment ça. Voilà, quand un petit groupe se replie sur lui-même, et puis surtout des fugues collectives, et puis quand circulent des biens de valeur entre les jeunes. Ah, il y a une puce qui a sauté, bon. Et puis bien sûr, si vous connaissez déjà une situation de prostitution ou de proxénétisme dans l'établissement, il faut être encore plus vigilant. Un autre point, c'est que les personnes qui s'inquiètent pour l'enfant et qui voudraient l'aider rapportent très régulièrement leur frustration, leur désarroi devant ce qu'elles considèrent être des dénis, des refus d'aide, le refus d'admettre la malveillance du proxénète, puisque effectivement vous avez des jeunes qui peuvent dire mais non, il me protège, il m'aide, voire il m'aime. Donc on a vu pourquoi, on a vu tout à l'heure que ces jeunes avaient souvent avant l'entrée en prostitution des parcours complexes avec des violences subies plus ou moins graves. Ces parcours ne les aident pas, évidemment, à repérer les intentions malveillantes, ça ne les aide pas à s'en protéger, ça ne les aide pas non plus à reconnaître les violences qu'ils subissent, puisqu'on a ces phénomènes de sous-estimation, d'habituation à la violence. Et puis voilà, c'est ce que je disais, les proxénètes vont nier tout ce qu'il peut y avoir de violent dans la prostitution pour ne montrer que les avantages, avec des jeunes qui vont parfois coller à ce discours, ou alors tout simplement ils leur font peur, ils les menacent, ce qui n'incite pas les victimes à parler, ni à tenter de s'extraire du réseau. Par ailleurs, pour ne pas rester juste bloqué devant ce que dit l'enfant, j'aimerais quand même rappeler que le refus apparent d'aide ou de soins peut parfois masquer une demande latente. C'est un peu ce que dit la citation là à l'écran. Parfois, il y a plein d'actes qui crient au secours, en particulier chez les adolescents. Donc même si lui ne verbalise pas « j'ai besoin d'aide ». Et puis, le refus du statut de victime ou de prostituée, quand le jeune dit « non, je ne veux pas de ce mot-là » ou « je ne suis pas une victime », ça peut aussi être un refus d'étiquetage et de déshumanisation. Je dis ça parce que c'est quand même pas seulement le résultat, à mon avis, d'une banalisation d'un déni. La prostitution, concrètement, elle vient déshumaniser ces enfants, elle vient en faire des objets sexuels, des objets d'exploitation. Et je crois qu'eux attendent qu'on prenne le contre-pied de cette violence-là, en les voyant comme des personnes. Et puis... d'ailleurs, les relations éducatives qui arrivent à se nouer, c'est quand le jeune se sent reconnu, et il dit quand j'ai l'impression d'avoir une vraie personne en face de moi, et pas un éducateur qui me sort des trucs hyper stéréotypés ou qui va me juger. Ça marche quand il a l'impression qu'on cherche vraiment à le comprendre, à lui montrer d'autres choses aussi, plus à l'écart de la violence et plus enthousiasmantes.
Je vous partage là une série de paroles de professionnels qui peuvent aider à se représenter comment peut se travailler la confiance, puisque les leviers, ça va être établir et maintenir un lien de confiance, accueillir le jeune de façon inconditionnelle, l'écouter sans le juger et chercher à le comprendre. Là, on voit bien à travers les citations comment commencer par une posture d'écoute va permettre de comprendre la problématique et donc également, donc ça crée du lien, mais ça permet aussi de réfléchir aux objectifs futurs d'accompagnement. Là, vous avez des professionnels qui prennent le temps d'évaluer ce que le jeune va trouver de bon chez la personne ou l'environnement toxique pour ensuite pouvoir envisager de trouver avec le jeune l'équivalent de ce qu'il cherche, mais dans un environnement qui sera suffisamment protecteur et suffisamment bon. Donc il y a vraiment ce travail de décodage qui est à opérer. Voilà. Je ne peux pas parler de tout, mais les approches motivationnelles qui étaient évoquées ce matin par les spécialistes de l'addiction fonctionnent assez bien aussi avec ces jeunes, c'est-à-dire accepter d'entendre ce qu'ils trouvent de bon. Voilà, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te raccroche à ça, et faire la balance coût-avantage. Avantage, ok, je veux bien entendre, et sinon, est-ce qu'à certains moments, tu n'as pas peur, tu ne te sens pas mal à l'aise? Et là, le jeune, progressivement, va voir un petit peu ce revers de la pièce, et quand la balance penche du côté coût plutôt que du côté avantage, on peut commencer à mettre en place quelque chose. D'ailleurs, la consulte ado-sexo portée par ACPE, ce sont des personnes qui viennent au départ du secteur de l'addictologie avec les consultations jeunes consommateurs. Et d'autres services. Voilà. On disait tout à l'heure que la prostitution était souvent le symptôme de quelque chose de plus grand. Donc arrêter la prostitution, ça va être un processus de rétablissement global qui demande du temps. Il va souvent y avoir ce que les professionnels de proches appellent des rechutes, d'ailleurs comme en addictologie. C'est le même vocabulaire. Ça va mettre tout le monde en difficulté, mais surtout en premier lieu le jeune, avec souvent un sentiment d'échec, d'impasse. Donc pour aider à comprendre ces allers-retours dans la prostitution, je voudrais juste porter 2 points d'attention à votre connaissance. D'abord, le fait que ces jeunes ont l'impression de vivre très intensément quand ils se prostituent, évidemment pas forcément de façon toujours positive, mais certains jeunes peuvent avoir du mal à faire la différence entre l'excitation très forte et le bien-être. Là, vous avez quelqu'un qui vous explique très bien en quoi c'est une fabrique d'excitation. Excitation parce que acte sexuel, drogue qui circule, argent, dépenses, rapport de force, qui, lui dit, peuvent avoir un effet quasi addictif. Effectivement, les jeunes qui disent, là, un sentiment d'intensité, et puis quand je rentre à la maison, derrière, j'ai l'impression qu'il se passe plus rien, c'est vide. Il peut être aussi très difficile, chez ces jeunes très carencés, très insécurisés, de renoncer à ce qui, dans la prostitution, peut être confondu avec de l'attention. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, avec cette recherche de regard. Il peut être difficile de renoncer à ce qui peut être confondu aussi avec du prestige. Ça peut nous sembler paradoxal, mais comme il y a un gain quand même la plupart du temps d'argent, possession de biens, ils ont l'impression d'en imposer par rapport au groupe. Ils peuvent d'ailleurs aussi offrir des cadeaux à des membres du groupe pour se faire accepter en fait. C'est un peu une monnaie d'échange. En fait, le prestige, il n'est pas là. Mais disons qu'on se raccroche aussi à cette idée de prestige. Et puis la conscience, la perception de soi et des autres des jeunes qui ont connu des maltraitances, c'est l'autre point, mais ça rejoint complètement ce qui a été dit ce matin. C'est altéré d'une manière qui va les réexposer à la violence, les remettre en situation de la subir. Et juste pour dire, vous avez parlé de la dissociation ce matin, concrètement, se mettre dans une situation de très grande violence, un plan super violent, on va être séquestré, on va avoir de multiples partenaires, ça peut être une conduite dissociante, parce qu'à ce moment-là, on va se remettre en situation d'être dissocié, de se mettre à distance de tout ce qui est par ailleurs envahissant quand on ne l'est pas, sauf quand on vient à la maison, les cauchemars reprennent, les crises d'angoisse, et ça, c'est une situation qui est assez intolérable, qui peut ramener l'enfant à revenir se frotter à une situation de grande violence. Ouais, la conclusion, j'y viens. Tout ce que je viens de dire, ça contribue à maintenir les jeunes dans la prostitution, mais il y a aussi beaucoup d'ambivalence, puisque en fait, au moins à un certain moment, vous avez des jeunes qui reconnaissent les aspects délétères de la prostitution et qui sont capables de reconnaître qu'ils souffrent. Donc les leviers, ça va être, essayer d'être à l'affût de ce moment pour le jeune, pour essayer d'en faire un moment de bascule, pour que ça puisse s'amorcer un travail d'élaboration qui va lui permettre de percevoir la violence, de mieux comprendre pourquoi il se met en danger,
Et c'est là qu'on va pouvoir lui proposer des soins, un projet scolaire, un projet d'insertion. Mais pour qu'il puisse adhérer à ce soutien, il faut qu'il se sente en sécurité, d'une part, et d'autre part, mais ça c'est pas facile, que l'accompagnement qu'on lui propose, il puisse le ressentir comme émancipateur. Et ça, dans les lieux hyper sécurisés, c'est pas simple. C'est très sécurisé, mais en même temps, c'est pour moi, ça m'émancipe. Les professionnels qui travaillent dans ce type de lieux, lieux de mineurs victimes, pour mineurs victimes de traite, CER et compagnie, me disent que c'est pas facile à manier les deux à la fois. Évidemment, vont être importants des accompagnements et des soins qui vont permettre de faire évoluer le rapport au corps, l'estime de soi, le sentiment de compétence. Dans plusieurs de nos textes qui portent sur des services qui prennent en charge ces mineurs, on voit bien à quel point la reprise de confiance en soi et en des autres bienveillants va être fondamentale dans la reconstruction. Et puis donc l'objectif, ça va être de restabiliser le jeune, j'ai bientôt fini, mais aussi qu'il parvienne à penser par lui-même. Donc c'est un peu le propos des psychologues à l'écran, quand il est sous l'emprise d'un environnement à l'influence délétère. Et puis là, je vous ai mis, vous les aurez, je ne vais pas les commenter très longuement, mais les modalités d'accueil et d'accompagnement dans lesquelles peuvent s'incarner les différents leviers, bonnes pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, vous avez des associations spécialisées qui peuvent collaborer avec des services entre guillemets tout venant pour les aider à monter en compétences et pour participer à l'accompagnement des jeunes. Vous avez les dispositifs de raccrochage des mineurs qui sont le plus loin de nous, c'est-à-dire qui devraient être protégés mais qui sont constamment en fugue. Alors tout ça, on les décrit dans les volets 1 et 2 de nos dossiers, donc vous pourrez aller les voir. Et en plus, si vous avez des questions, je peux approfondir. Vous avez au contraire des dispositifs très sécurisés, très sécurisants. Je tiens à dire par contre que ceux qui sont spécialement dédiés à l'accueil de mineurs victimes de prostitution, pour l'instant, sont en expérimentation, donc en difficulté pour trouver un équilibre. C'est vraiment pas facile de réunir les mêmes fragilités au même endroit. Ça prend des années, je pense, avant de trouver l'équilibre. Et puis voilà, vous avez aussi sur le territoire différentes coordinations, coopérations locales, avec soit des protocoles relatifs aux fugues, soit voilà, des dispositifs qui vont regrouper plusieurs forces locales, mais ça exige d'avoir un tissu qui se connaît déjà assez bien autour de ces sujets. Voilà, j'avais dit cette séance. Merci à vous, Amélie Cole, pour cette intervention très complète. Donc aujourd'hui, on connaît bien quand même le processus de la mise en place de toute cette notion de prostitution, que ce soit à travers les outils numériques ou autres. On a déjà une bonne carte de ça. Ça, c'est un atout aussi pour éventuellement trouver les meilleurs leviers pour intervenir. Oui, en tout cas, ce sur quoi on a des leviers. Il y a tout un pan dont je n'ai pas parlé, qui est du coup comment dans la loi on essaye entre guillemets, d'assainir le numérique. Tout ça, c'est des champs qui sont pour l'instant complètement sur la table, au travail. Et par contre, du côté des professionnels, moi j'ai essayé de donner les clés qui vont plutôt être les vôtres, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour eux en termes de savoir-être et en termes de pratique. Et cette transversalité dont on parlait ce matin justement sur un département où les gens se connaissent bien, il y a quand même différents professionnels, ça peut éventuellement être un atout en effet pour... Oui, alors là, dans ces cas-là, ça va être... Parce que vous avez des départements qui sont bien dotés dans le sens où va y avoir le secteur associatif spécialisé, donc agir contre la prostitution des enfants, les amicales du et compagnie. Et puis il y en a où il n'y a pas ça. Mais c'est le cas à Nantes, par exemple, ça ne les a pas empêchés de faire un dispositif dédié avec un numéro local unique, celui national étant 119, qui va être bien compétent sur cette question, puisqu'on a des équipes, on est en train d'avoir des équipes spécialisées en interne, il faut le savoir. Je dis on parce que le ONPE et le SNATED, c'est la même maison. Et le 119, c'est la même maison. Mais sinon, par exemple, à Nantes, vous avez un numéro local qui est un point d'entrée et ensuite des coordinations d'accompagnement qui vont impliquer 10 acteurs, institutions locales, qui chacun possède une partie du sujet. Donc, par exemple, les acteurs de la dictologie peuvent être impliqués puisque ça peut faire partie de la problématique de la jeune. Les personnes qui travaillent sur la question de les violences sexuelles, donc des associations, France Victimes, 44, etc. Plein d'associations qui peuvent intervenir au soutien du jeune. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Souhaitez-vous intervenir? C'est vrai que c'était assez complet, complexe aussi peut-être pour les professionnels de prendre
ce chantier à bras-le-corps, tellement il y a un effet de souffrance aussi derrière tout cela. Personne ne souhaite intervenir? Non, vous avez les éléments, je ne sais pas. Vous disiez que voilà, donner des outils, peut-être contact aussi avec vous. Mais en fait, vous trouvez plein d'outils. Il y a une page qui est assez bien faite. Alors, ils viennent de refaire leur site, mais le Centre de victimologie des mineurs, qui a fait donc une recherche déjà nationale sur le sujet, a référencé justement les recherches, les documents socles sur le sujet, mais aussi une autre page, a priori, je n'ai pas regardé le nouveau site, tous les outils qui peuvent être utiles. Alors il y en a qui sont un peu, qui se marchent sur les pieds, c'est un peu le même champ, mais ce sont des outils de qualité, donc des guides sur le sujet qui vont explorer les aspects juridiques, en gros qui donnent les premières bases. Il y a ce fameux flyer qui est une aide au repérage avec les signes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, je pense, dans sa maniabilité assez intéressant. Il y a diverses choses. Il y a les deux fiches, là, nos deux fiches dont je viens de parler, elles sont sur ce site. Mais évidemment, elles sont aussi sur notre site. Mais si vous êtes en recherche d'outils, ça, c'est plutôt intéressant. Après, évidemment, quelqu'un qui ne connaîtrait rien au sujet, qui n'a pas connu de sensibilisation au sujet, ne peut pas être capable de faire grand-chose avec ces outils auprès du public concerné. Mais voilà, c'est quand même des ressources qui existent et qui sont à votre disposition. Donc pas de réaction, mesdames et messieurs? Pas de réaction, de questions? Ok, bien, Émilie, merci beaucoup pour cette intervention très complète sur cette mission de notre institution. Et je vous remercie d'être venu jusqu'ici à l'Aubusson. Nous allons vous donner la parole, Cécile Dodonné. Vous êtes la directrice justement de l'enfance, famille, jeunesse, du service, enfance, famille, jeunesse au conseil départemental de la Creuse. Vous allez faire un petit retour en arrière suite à la conférence du 4 mai dernier, notamment en matière de recherche, formation et sciences sur les besoins fondamentaux de l'enfant, et puis aussi sur le lancement du comité des jeunes, qui est arrivé à un point d'étape. Oui, très bien. Merci. Alors merci encore à Mme Collat pour son intervention très intéressante qui fait aussi le lien avec la dernière conférence où nous avions accueilli Magali Fougère. Voilà, c'est toujours très intéressant, très enrichissant. Alors parfois peut-être quand on parle de ces réseaux très organisés, peut-être que nous dans le département on a l'impression d'être assez loin de tout ça, mais quand on parle de ces jeunes filles avec des fugues récurrentes, des jeunes qui reviennent avec un petit peu d'argent, qui ont consommé sans avoir forcément de l'argent de poche, de manière connue par les accompagnateurs. Voilà, je pense que c'est des signaux, il faut qu'on soit attentif et vigilant à ça parce qu'on n'est pas épargné, je pense, non plus par ce phénomène. Alors, je vais vite passer effectivement. Je souhaitais qu'on fasse le point sur l'avancée de la création du comité des jeunes dont on vous avait parlé au mois de mai. Donc, ce comité des jeunes, il a été créé, approuvé par la commission permanente de l'Assemblée départementale le 30 septembre dernier. Il sera donc constitué de 16 jeunes âgés de 9 à 21 ans, confiés donc par mesure judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Creuse, y compris les jeunes qui sont en contrat jeunes majeurs. Donc on a souhaité effectivement aller de 9 à 21 ans. On a souhaité que ce groupe soit le plus représentatif possible. Donc dans l'idéal, 2 jeunes qui viendraient du centre départemental de l'enfance et de la famille, 2 jeunes de la maison d'enfants à caractère social, 2 jeunes qui seraient en lieu de vie et d'accueil, 6 jeunes qui seraient en famille d'accueil, puisque la majorité des jeunes accueillis dans ce département le sont effectivement en famille d'accueil. Donc ça nous paraissait important aussi que la proportion de jeunes accueillis en famille d'accueil soit plus importante. Et puis 2 mineurs non accompagnés, ainsi que 2 jeunes en contrat jeunes majeurs. Les objectifs de ce comité des jeunes, je vous le rappelle, c'est effectivement recueillir la parole des jeunes qui bénéficient ou qui ont bénéficié de mesures d'aide sociale à l'enfance, d'appréhender leurs problématiques, de leur permettre de devenir acteurs de leur situation et de leurs droits, et de même faire remonter les questions des jeunes sur le fonctionnement de leur situation, d'améliorer la prise en charge et le vécu des enfants en protection de l'enfance. Tout ceci va nous permettre de nous remettre un peu en question, peut-être, je pense, et c'est le but. Donc ce lancement, donc, aura lieu avec un accompagnateur, donc 2 animateurs qui ont été choisis en dehors, là aussi, des services de l'aide sociale à l'enfance. Ça nous a paru important que pour libérer la parole de l'enfant, il ne faut pas que ce soit ces éducateurs référents qu'il va voir régulièrement au service de l'aide sociale à l'enfance. Donc les animateurs seront des PEP 23,
et de Polaris Formation. On les remercie d'ailleurs de leur participation également au groupe de travail. Donc nous avons créé une adresse mail dédiée, comité-des-jeunes@plus.fr, je ne sais pas si on le voit, de même qu'effectivement des petits flyers à remettre aux jeunes. Donc là, actuellement, nous sommes en phase de prospection et nous avons fait en collaboration avec 2 jeunes du service et une jeune stagiaire qui était avec Lormigo dernièrement, un petit montage vidéo que je vais essayer de lancer. Toi aussi tu as Monsieur Dupont, prof de maths? Oui, l'année va être longue. Je te jure. Oh non, j'avais oublié, j'ai une réunion aujourd'hui. Une réunion? Toi tu as une réunion? Eh oui madame, je suis quelqu'un maintenant. Je me suis engagé au comité des jeunes et on se réunit 5 fois par an. Je mets une alarme pour pas oublier. Au comité des jeunes? C'est quoi ça t'appelle? En gros, on est un groupe de 16 jeunes, filles et garçons, entre 9 et 21 ans. J'ai pu rencontrer et discuter avec d'autres jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. On parle de ce qu'on a vécu. C'est sympa, on se sent moins seul. Puis on est accompagné par 2 animateurs, donc c'est cool, on rigole bien. Le but, c'est de faire un groupe de confiance en fait. Et ça sert à quoi? Enfin, dans les faits, vous faites quoi là-bas? On fait des activités en fonction du thème qu'on a choisi pour l'année. Et puis, on s'exprime sur plein de sujets, nos passe-temps, nos formations, nos relations, mais aussi sur la protection de l'enfance. Par exemple, on donne notre avis, on essaie de trouver des solutions pour améliorer la prise en charge des jeunes. Je me sens utile. Oh, cool! Je connaissais pas du tout. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus. Ça a l'air grave intéressant. Viens voir, ça pourrait te plaire. La parole est libre et les personnes sont à l'écoute. Zéro pression. Tu penses que je peux venir aujourd'hui? C'est peut-être un peu tard. Suis-moi, mais vite, on va être en retard. Alors toi aussi, t'es motivé pour participer au Conseil des jeunes et t'engager pour devenir acteur de ta situation et de tes droits? En tout cas, nous on t'attend. Voilà, donc ce petit film a été envoyé via le net à tous les lieux d'accueil de la protection de l'enfance sur le département de la Creuse et on attend les candidatures. On souhaite lancer ce comité au mois de janvier. L'idéal serait 5 réunions par an, soit le mercredi, soit le samedi, en fonction effectivement des disponibilités des jeunes. Et puis, pour les remercier de leur investissement, une séance pourrait être consacrée à une activité un petit peu plus récréative, hein, de manière effectivement à ce que ce ne soit pas que du travail, ce comité des jeunes, mais aussi un temps de plaisir et de partage. Voilà. Ensuite, un petit point sur la recherche, formation, action des besoins fondamentaux. C'était le thème de notre première conférence l'année dernière. On vous avait parlé de la création donc, de cette recherche, formation, action avec la mise en place d'un comité de pilotage qui rassemble effectivement plusieurs institutions partenaires autour de la protection d'enfance, la LEFPA, la PAGE, la PJJ, les PEP 23, la UCJF, Polaris Formation et le conseil départemental. Et ces réunions de COPIL ont donc eu lieu déjà 4 fois. Elles se réunissent toujours en présence de Mme Corbet, qui était venue nous présenter justement les besoins fondamentaux de l'enfant et la recherche, formation, action. Donc une de nos actions importantes cette année a été la création d'un questionnaire à destination donc, de nos partenaires et des salariés et des agents de nos institutions, de manière à connaître un petit peu plus précisément quelles étaient vos attentes en matière de besoins fondamentaux de l'enfant, quelles étaient votre connaissance de ces besoins fondamentaux. Donc on a envoyé à peu près 250 questionnaires. Les réponses sont closes, c'est terminé, on ne peut plus y avoir accès. C'est terminé depuis mi-octobre. On a eu à peu près 40% de réponses. Bon, c'est déjà pas mal, hein, sachant qu'effectivement, on s'est adressé à beaucoup de monde. Les participants manifestent leur intérêt à l'égard de cette démarche de recherche, formation, action. Ils ont des notions concernant les besoins fondamentaux de l'enfant. Et par ordre de grandeur, ils citent les besoins de sécurité, les besoins physiologiques, le développement, la reconnaissance et l'estime de soi. Le niveau de connaissance des besoins fondamentaux, ils sont connus, mais
la majorité des réponses nous dit qu'ils ont besoin d'approfondissement. Les principaux besoins identifiés par les professionnels, c'est la coordination et le partage entre professionnels, ce qui est effectivement le thème de nos journées d'études, et la nécessité de faire évoluer l'offre de services et les pratiques. On avait laissé un champ libre à des propositions. Il y a eu assez peu de propositions sur le contenu de la recherche, formation, action. Donc nous avons une prochaine réunion du comité de pilotage au mois de décembre. On va éplucher donc ces questionnaires et puis nous envisageons de communiquer par un flyer qui puisse un petit peu rassembler les gros thèmes des besoins fondamentaux de l'enfant et puis ouvrir sur le site de l'ODPE du conseil départemental une page sur cette recherche, formation, action. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, merci à vous, Cécile Dodonné. Merci pour ces précisions. Et avant de donner la parole pour, non pas la clôture, enfin la clôture de la journée, mais sans doute aussi les avancées pour l'année à venir, je vous précise que cette journée ayant été filmée, tous ces échanges seront mis en ligne d'ici 2 à 3 semaines sur le site de l'ODPE. Vous pourrez donc retrouver les échanges. Et avec certaines présentations PowerPoint qui ont été diffusées, les intervenants qui acceptent donc vont transmettre leurs présentations à l'ODPE. Elles seront mises en ligne donc d'ici 2 à 3 semaines sur le site internet. N'oubliez pas également, puisque vous parliez de questionnaire, c'est un questionnaire que vous devez remplir, on vous le demande, c'est pour améliorer justement cette conférence annuelle, celle de l'année prochaine qui va se dérouler bien sûr en 2023. Donc merci de bien vouloir le remplir et de le déposer, il y a une urne ou voilà. En haut au moment de votre départ. Alors, questionnaire d'évaluation ou de satisfaction, c'est vous qui décidez. Merci Cécile Dodonné et merci à vous Laurent Chevreux, Madame la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'enfance, de la famille et de la santé, eh bien, de terminer cette journée et de l'ouvrir peut-être sur des perspectives. Merci. Oui, ça marche. Oui. Alors cette journée s'achève, j'espère qu'elle vous a apporté satisfaction. Elle a été riche en échanges de qualité, en partage d'informations. Les différents intervenants nous ont apporté des éléments de décryptage, de réflexion sur nos pratiques, d'outils. Tout ceci pour nous permettre d'améliorer notre action en matière de prévention et dans la protection des enfants qui nous sont confiés. Pour ceci, je remercie donc les différents intervenants. Madame Alexandra Durand de l'association Appel, Mesdames L'Herbier, Vergniaud et Bars de l'association Addiction France, Madame Carl Mouni de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine, Mesdames Lance Bienvenue et Lorcerie du SAPA, Monsieur Thomas Romer de l'association Open, le capitaine Sébastien Claude du groupement de gendarmerie de la Creuse, Madame Émilie Coll de l'ONPE. Enfin, pour l'organisation de cette journée, je remercie Madame Isabelle Diz, qui a été un chef d'orchestre très compétent pour cette conférence. Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble des partenaires de l'ODPE 23 pour leur participation active dans les différentes instances de l'ODPE et notamment aujourd'hui pour cette conférence, les équipes du conseil départemental, le service communication, le service reprographie, le service des moyens généraux et de la logistique, le cabinet de la présidente, la directrice enfance, famille, jeunesse, Madame Dodonné, le service de l'aide sociale à l'enfance porté par son chef de service, M. Viste. Merci également au personnel de la Cité internationale de la tapisserie pour la mise à disposition de la salle, son installation et la visite guidée qui vous est proposée tout de suite après. Et je remercie également le maire d'Aubusson qui a mis les services techniques à notre disposition pour l'installation des tables et des chaises pour le repas de midi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine, le 7 décembre, normalement 2023. Je crois que j'ai quand même oublié, et je vous prie d'en excuser, je vous remercie, vous, les acteurs de terrain,
vous, les infirmières, les éducateurs, les travailleurs sociaux qui êtes aux premières loges et qui avez ce travail si précieux et si difficile. Merci.